Bonjour à toutes et à tous, donc Jérôme Billier, délégué général de France Innovation. Avant d'attaquer dans le dur de ce webinaire dédié à la médiation des entreprises, je vous propose de faire une présentation assez succincte de France Innovation. Avant même de commencer cette présentation, je tiens à remercier Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, et Philippe Bernin, délégué innovation et médiation des entreprises, qui sont à mes côtés. Merci à eux d'être présents ce matin, cette fin de matinée, pour présenter les actions de la médiation. Merci à vous, bien entendu, d'être présents également pour ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un petit module sur votre écran qui permet d'écrire des questions. Suite à la présentation de Pierre et Philippe, on passera en revue les différentes questions pour y répondre en direct live. Les différents supports, que ce soit le support PowerPoint, mais également vidéo, vous sont diffusés après le webinaire. Comme ça, vous aurez accès aux informations à tête reposée. Alors, mon introduction sur France Innovation, très bref. Donc, France Innovation, c'est une association qui a vocation à réunir les prestataires privés de recherche et développement et d'innovation. On distingue les membres adhérents et les membres associés. Donc, les membres adhérents, ce sont des sociétés, PME ou entreprises intermédiaires, dont l'activité principale est de faire des travaux de recherche et de développement, donc des prestataires privés de R&D. Notre terrain de jeu, typiquement, ce sont les sociétés qui sont agréées pour recherche et pour innovation ou qui seraient susceptibles de l'être si elles le désirent. On a également les membres associés. On voit il y a différentes catégories, que ce soit les activités de conseil, de fabrication, de formation, de veille, de défendre ou de protéger. Donc là, on est plutôt axé sur la partie propriété intellectuelle. Une capacité aussi à fournir des briques technologiques et accompagner l'exportation, tout comme les problématiques de recrutement sur des projets qui réclament des profils un peu spécifiques, qui sont liés à l'innovation. Et bien entendu, le volet financement, qui est parfois le nerf de la guerre, mais pas seulement. En quelques mots, donc, les services de France Innovation nos membres, que ce soit dans l'annuaire Trouver l'expertise, comme dans la valorisation et la réalisation des collaborations dans le magazine 360 degrés R&D, et également sur les réseaux sociaux. C'est un magazine qui est aujourd'hui diffusé à 25 000 contacts, un magazine trimestriel, et qui est là pour valoriser les travaux de nos membres. On fait également des communications par des webinaires dédiés, c'est-à-dire des webinaires qui sont portés par des membres sur des éclairages technologiques ou marchés. On a un gros travail de mise en relation, donc ça c'est le volet recherche de compétences ou des donneurs d'ordre régulièrement, que ce soit des startups, des PME, des outils de groupes et parfois des organismes publics de recherche, nous sollicitent pour identifier des compétences au sein de notre réseau qui peut les accompagner. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 500 mises en relation par an, qui aboutit bien entendu sur la contractualisation. Il y a un volet de mutualisation, on n'est pas le Rotary Club, c'est pas un club de copains, donc l'idée c'est qu'il y a un retour sur investissement aussi, donc tout ce qu'on peut faire en termes de services contribue à générer de la valeur et contribue à ce retour sur investissement. Et le volet mutualisation, avec tarif préférentiel sur les salons professionnels, sur les transports ou locations de salles finalement, c'est une contribution à cette logique de retour sur investissement. Il y a un volet qui n'est pas anodin, et on aurait pu déjà commencer par celui-ci, c'est un volet lobbying. Peut-être parfois c'est considéré comme un gros mot, on va dire que c'est un travail de pédagogie auprès des pouvoirs publics. L'idée, dans un premier temps, bien entendu, c'est de construire une position commune et ensuite de la défendre sur les sujets comme le crédit pour recherche, le crédit pour innovation, sur les projets collaboratifs, sur l'Europe, sur la propriété intellectuelle. Et bien entendu, c'est de porter collectivement une marque, un état d'esprit. Il y a un petit logo France Innovation, membre. C'est chaque membre a la possibilité d'imposer ça sur la communication. Et puis, il y a un volet conseil et information, qualifiée en temps réel, qu'on adresse à nos membres. On fait des webinaires thématiques. C'est le cas aujourd'hui, celui de la médiation, c'est un webinaire thématique qui est ouvert aux membres. On l'a ouvert à à des non-membres également, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur le financement, sur les contrats, sur la propriété intellectuelle, qui est à disposition de l'ensemble des collaborateurs de nos membres. Et puis, une spécificité aussi, c'est qu'on fait un exercice de relecture de dossier de financement avant le dépôt d'un appel à projet, c'est-à-dire qu'on prend en regard d'ailleurs. Contrairement à l'entreprise ou à son conseil qui sont souvent mis dans le guidon, nous on prend un regard bienveillant ou pas d'ailleurs d'évaluateurs en fonction du dispositif qui est sollicité par un membre. Voilà, ça c'est les quelques logos des membres. Aujourd'hui, c'est presque 100 membres. Sachant que France Innovation a été lancée officiellement en janvier, donc on a fait en un peu plus de 6 mois 100 membres, donc c'est un exercice qui est assez intéressant. Et bien entendu, l'idée c'est de continuer à prendre de l'épaisseur, prendre du muscle. Vos contacts, donc Jérôme Billier, je n'ai pas ouvert la webcam, je suis timide, donc je n'ai pas ouvert, c'est une question de vidéo. Virginie Grousset, qui est responsable de la communication, et Brice Laguerodi,
chef de projet web et communication, et qui assure aujourd'hui la suite technique du webinaire notamment. Donc, si ça ne marche pas, vous avez un visage sur le défaut. Voilà. Merci à vous. Je laisse de suite la parole à Pierre Pelouzet et Philippe Bernard. Pierre dans un premier temps et Philippe par la suite. Merci à vous encore une fois pour l'intervention. À très bientôt. Merci. Alors, Je vais te laisser faire. On peut y aller? la technique se met en place. C'est bon, Jérôme, on peut y aller. On y va. Bon, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici. Merci à France Innovation d'avoir permis qu'on soit là avec vous ce matin. Je suis avec Philippe Bernard, qui s'occupe de la partie innovation auprès du médiateur des entreprises que je suis. Et on va essayer en quelques minutes déjà de vous décrire ce qu'on fait, que vous compreniez un petit peu mieux ou que vous découvriez peut-être pour certains d'entre vous la médiation. Et puis, évidemment, passer la deuxième partie de cette heure ensemble à répondre à vos questions, qui j'espère seront nombreuses, et qu'on aura déclenché pas mal de choses avec notre première présentation. Le rôle du médiateur des entreprises, j'ai coutume de dire, on est là pour créer de la confiance, renforcer la confiance entre les acteurs de l'économie. Donc ça part très large, mais dès qu'il y a une difficulté entre deux acteurs économiques, que ce soit des acteurs privés, que ce soit des acteurs publics, on est là pour essayer de remettre du lien, de remettre du liant et de créer de la discussion, trouver des solutions et en parallèle, essayer aussi d'anticiper, d'avoir des outils d'anticipation pour améliorer tout ce qui peut être amélioré. Alors notre champ d'action, vous le voyez sur la slide que vous avez en face de vous, s'est agrandi au fil des années. La médiation qui s'appelait la médiation interentreprise en 2010 s'occupait d'abord de sous-traitance industrielle, puis on est arrivé à ouvrir à tous les secteurs de l'économie. On a ouvert au marché public progressivement. On a installé une mission innovation, et là Philippe vous en parlera de manière plus approfondie après moi. Et puis donc, tout ça a été regroupé sous la casquette de médiateur des entreprises en janvier 2016. Donc aujourd'hui, tous ces sujets, tous ces différents, toutes ces difficultés que vous pouvez avoir entre une entreprise et un de ses acteurs, que ce soit dans le cadre d'un marché ou que ce soit dans le cadre du développement d'innovation, sont dans le giron de la médiation des entreprises. Alors, quelques exemples quand même pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Dans tout ce qui est relation client-fournisseur, il y a le classique qui fait 20-25% de nos saisines, les retards de paiement de factures. Pour tous ces sujets-là, si une facture n'est pas payée et que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à discuter, que le dialogue est rompu, nous sommes là pour vous aider à reconnecter, à vous parler. Rupture brutale de contrat, problème de propriété intellectuelle, problème de pénalité en cours de marché, vous voyez, tout un tas de sujets qui rendent difficile la vie d'un fournisseur vis-à-vis de son client, surtout quand le client est beaucoup plus gros, ou la vie d'un client par rapport à un fournisseur quand le fournisseur est beaucoup plus gros. Je pense par exemple à la téléphonie ou à l'énergie. Voilà, tout un tas de sujets sur lesquels on s'est positionné de deux manières. D'abord, en essayant d'être curatif, c'est-à-dire d'amener une solution. Vous avez un des problèmes que j'ai pu énoncer, vous avez des factures qui ne sont pas payées, vous avez une rupture de contrat, vous avez des prix que votre client vous impose d'augmenter de manière unilatérale. Eh bien, ce que vous faites, vous saisissez le médiateur. Nous, on va confidentiellement et gratuitement, bien sûr, aller chercher l'autre partie. Et puis, on va amener les deux parties autour de la table, vous amener à vous parler, vous amener à vous écouter. Vous savez comme c'est compliqué parfois de s'écouter. Vous amener à vous comprendre, restaurer la confiance. Vous voyez qu'on insiste beaucoup là-dessus. Et du coup, amener les deux parties à trouver une solution. Cet outil de médiation s'est développé considérablement. Quand je suis arrivé il y a 6 ans, on faisait une centaine de médiations dans l'année. Maintenant, on fait une centaine de médiations par mois. Donc, vous voyez qu'il y a de plus en plus de gens qui nous font confiance, qui viennent saisir le médiateur. On regardera après comment, en pratique, vous pouvez nous saisir et qui trouvent des solutions. Et ça marche puisque dans 75% des cas, dans les 3/4 des cas, les deux parties trouvent une solution qui est leur solution. Le médiateur n'est pas un juge, le médiateur n'est pas un arbitre. Le médiateur est là pour vous amener des deux côtés
à recréer un lien, à vous réécouter et à trouver votre solution qu'ensuite vous mettez en œuvre. Donc, développement formidable de cette médiation qui s'est développée sur tout le territoire, bien entendu. On s'appuie sur 45 médiateurs en région. Donc, vous voyez que où que vous soyez au bout de la ligne, au bout du web, vous avez un médiateur qui est près de chez vous, qui sont, eux, dans les effectifs de l'administration et qui peuvent donc, en proximité, vous rapprocher de votre client ou de l'autre partie. On a aussi une vingtaine de médiateurs à Paris qui ont un profil un peu différent, puisque ce sont des retraités, bénévoles, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens industriels, donc des gens qui ont un vécu extraordinaire en entreprise et qui, d'autant plus sur des cas un peu compliqués, peuvent vous aider, peuvent venir travailler avec vous. De ce fait, la médiation s'est développée sous plusieurs formes. On a une médiation dite individuelle, c'est-à-dire deux acteurs qui se retrouvent en difficulté et on les fait se parler. Mais vous pouvez nous saisir de manière collective. N'hésitez pas aussi, si vous êtes plusieurs à avoir le même problème avec le même client ou le même fournisseur, nous pouvons aussi traiter collectivement. Ça permet, alors c'est un petit peu plus long, je reviendrai sur le temps qu'il faut pour une médiation, mais ça permet de résoudre 10, 20, 50, 100 cas parfois en une seule médiation. Le temps donc, ça va vite. Vous nous saisissez, vous voyez le site médiateurdesentreprises.fr, vous allez sur ce site médiateur des entreprises. Quelques jours après, vous êtes contacté par le médiateur le plus proche de chez vous. Et ce médiateur va vous accompagner, il va vous écouter, il va préparer avec vous. Quand vous êtes prêt, c'est lui qui ira chercher l'autre partie, qui va dire à l'autre partie, Madame, Monsieur, nous avons une médiation vous concernant, on pense que vous devriez venir, ça n'est pas obligatoire, mais si vous venez, c'est dans le cadre de la confidentialité de la médiation et ça peut vous permettre de débloquer une situation. Dans l'immense majorité des cas, l'autre partie vient. On a un taux de refus qui est de quelques pourcents, donc vous voyez, très marginal. Donc on arrive à faire venir les deux parties et là, la médiation commence. Et là, on commence par se dire tout ce qu'on a à se dire et puis progressivement, petit à petit, on va vers la solution. Donc vous voyez, développement formidable, outils confidentiels, outils gratuits et je le disais, outils rapides parce qu'à partir du moment où on a lancé cette médiation, dans l'immense majorité des cas, en moins de 2-3 mois, vous avez trouvé une solution. Donc, vous voyez, c'est incomparable par rapport à toute autre forme de règlement des litiges. D'une part, ça va beaucoup plus vite. D'autre part, c'est gratuit. Et puis surtout, vous gagnez, vous gardez, vous renforcez ce lien de confiance entre vous et l'autre partie. Donc, outils de médiation formidables. Et en parallèle, je le disais, on essaie d'avoir des outils d'anticipation. Comment changer les comportements? Comment faire en sorte que on ait moins besoin de médiation en aval et on ait plus de comportements vertueux en amont. On a une charte de bonnes pratiques, charte en faveur de relations fournisseurs responsables, signée par près de 2000 entreprises et administrations aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore signé, à venir rejoindre le mouvement. Vous rentrez dans un club de gens qui portent des valeurs de relations équilibrées, qui les partagent, qu'on réunit, qui se regroupent, qui diffusent des bonnes pratiques et qui donc, ensemble, essayent de faire améliorer les choses en amont. On a même créé un label pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent pouvoir authentifier, certifier, labelliser le fait qu'ils ont des relations équilibrées avec leurs fournisseurs. Donc, vous voyez, tout un ensemble d'éléments qui part de la médiation quand on a un problème à des outils d'anticipation comme charte et label sur la partie client-fournisseur. Et puis donc, deuxième partie, la partie innovation, où là aussi, on a utilisé les mêmes outils, la même approche, pour pouvoir aussi améliorer les choses côté innovation. Et là, je cède la parole à Philippe qui va vous conduire sur cette deuxième partie. Merci beaucoup, Pierre. Alors, la mission innovation est dans le droit fil de ce que Pierre vous a expliqué. Vous avez compris qu'il y avait une volonté d'être extrêmement opérationnel, extrêmement contributeur à la dynamique économique dont nous avons besoin pour notre pays et nos emplois. Et donc, finalement, la mission innovation va se caler sur 5 thèmes prioritaires. Le premier thème, alors avec j'insiste, 2 objectifs opérationnels très clairs. Le premier, c'est d'améliorer le dialogue avec le marché pour contribuer au développement de l'entreprise et accroître son chiffre d'affaires dans des conditions équilibrées et pérennes. Et le deuxième, c'est d'améliorer le dialogue avec l'administration et les acteurs publics, et en particulier pour tout ce qui touche au crédit impôt recherche, aux aides publiques, à la relation entre les laboratoires de recherche publics, avec la relation également avec la BPI,
pour contribuer efficacement au financement d'entreprises, au renforcement de ses fonds propres. Ça nous amène d'ailleurs à nous positionner avec la médiation d'entreprise finalement à la confluence de l'ensemble des dispositions de la politique de soutien à l'innovation. Et vous le savez, il y a énormément de choses et il faut avoir une vision macroscopique pour comprendre comment les différentes actions menées, que ce soit au niveau national, au niveau local, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur la R&D, et tirer la quintessence de tout ça au travers d'une compréhension, d'une démarche cohérente. Alors si tout ceci est assez complet, il est parfois difficile en revanche d'en mettre une application efficace au quotidien et c'est la raison pour laquelle la médiation s'est intéressée à la partie innovation autour de 5 axes. Le premier, c'est donc de contribuer à la mise en œuvre de conventions de partenariat avec les acteurs de l'innovation publique et privée. Là, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui a été fait au niveau de Pacte PME, ce qui est relayé par l'ensemble des associations qui représentent l'innovation, l'entrepreneuriat, la recherche, le développement. Et bien évidemment, France Innovation fait partie de ces acteurs-là. De travailler également sur la relation entre la recherche publique et les entreprises innovantes. Inutile de vous dire qu'il y a des trésors dans les armoires et les laboratoires de la recherche publique, que ce soit des travaux qui ont été menés, que ce soit des produits sous forme prototype qui sont disponibles, ou que ce soit même des équipes de chercheurs. Et là-dessus, il faut absolument resserrer la relation entre les entrepreneurs et ces équipes-là, parce qu'il y a une perte d'efficacité terrible et c'est bien dommage, mais aussi de travailler sur la protection intellectuelle et industrielle dans les relations contractuelles, alors dans le démarrage d'un projet, mais dans l'exécution de son déploiement, de sa production, donc au long cours. Et dans ce sens, nous avons signé une convention avec l'INPI pour cadrer ces sujets, de travailler, alors ça a été un thème qui nous a occupé beaucoup de notre temps dès le début, sur l'amélioration, la sécurisation et l'accès au crédit impôt recherche et au crédit impôt innovation, et nous avons là aussi travaillé avec Jérôme pendant pas mal de temps sur la mise en place du référencement des acteurs du conseil en crédit impôt recherche, et je crois qu'il y en a quelques-uns autour de la table aujourd'hui, destinés finalement à revenir sur le point que Pierre vous expliquait il y a un instant, instaurer le dialogue, et surtout mettre la confiance avant tout et essayer de gommer le plus possible cette défiance qui s'est installée au fil des années et que beaucoup reprochent et que beaucoup subissent, que ce soit d'un côté ou de l'autre du contrat ou de la relation avec l'administration. Dernier point, il y a un sujet également important, c'est d'améliorer et sécuriser l'accès au financement, alors que ce soit au travers de la relation avec des pays, au travers du comportement de certains fonds d'investissement dès lors qu'ils utilisent de l'argent public dans l'ensemble de leurs actions, et puis au travers également de l'action des banques de réseau plus classiques avec lesquelles nous avons noué des relations pour les amener à mieux comprendre ce qu'est l'innovation et la confiance qu'ils devaient avoir au travers des entreprises innovantes, et que le seul critère des fonds propres ne soit plus éliminatoire et que l'entreprise soit plus jugée au travers des promesses qu'elle est capable de tenir plutôt que des bilans peut-être pauvres au début qu'elle est en mesure de produire également. Alors il y a un dernier point qui est à signaler aujourd'hui, parce qu'il y a une actualité extrêmement dense autour de la transformation digitale des entreprises, et nous allons travailler sur plusieurs sujets. Le premier, c'est regarder comment l'avènement de l'économie au travers des plateformes ne vient pas déréguler la relation, encore une fois, qu'on souhaite équilibrer entre les uns et les autres. Le deuxième, c'est comment aider les entreprises à basculer beaucoup plus rapidement, efficacement dans le numérique. Et vous savez que France Num a été lancé il y a maintenant une dizaine de jours et aura pour vocation d'accompagner les entreprises. Alors, pas les gros acteurs de filière, mais les entreprises, les petits commerçants, les PME qui sont génératrices d'emplois et qui ont besoin de basculer dans le numérique. Et il y a un programme d'accompagnement qui pourrait intéresser certains d'entre vous d'ailleurs. Rapprochez-vous de France Num pour en savoir un petit peu plus, auquel nous collaborons, puisque, encore une fois, notre vœu est aussi de contribuer efficacement à la dynamique économique de notre pays. Voilà. Je ne vais pas aller plus en détail parce que je pense qu'il est temps de laisser un peu la place aux questions. Peut-être juste un point, un gros travail qu'on a initié il y a relativement peu de temps, qui porte sur le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, auquel maintenant nous sommes tous dans l'obligation d'en tenir les engagements au travers d'exigences parfois qui sont extrêmement poussées.
Inutile de dire que c'est une démarche qui est indispensable pour nous protéger, nous, de nos données qui nous appartiennent et celles de nos générations futures. En revanche, et c'est la question que nous nous posons côté médiation, faisons en sorte que le déploiement de ce genre de dispositions ne soit pas un frein à, là aussi, l'ensemble des moyens mis en œuvre pour soutenir une dynamique économique autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui viendrait finalement contrecarrer les effets attendus d'un dispositif en mettant en œuvre un autre dispositif. Et là, on est dans notre rôle, là encore, de mettre autour de la table les uns et les autres, de comprendre où sont les difficultés, de bien rappeler quels sont les points positifs qui s'en dégagent et de trouver finalement le mode opératoire pour que les contraintes des uns et des autres, mais aussi les attentes des uns et des autres, se trouvent globalement satisfaites. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je pense qu'il est temps peut-être de remonter vos questions nombreuses sans doute et de passer à la phase échange avec la salle. Merci Philippe. Alors, vous avez un petit espace, un petit module pour poser des questions, donc n'hésitez pas à les poser. J'ai une première question, c'est quelle est finalement la durée moyenne d'une médiation? Alors, la durée moyenne d'une médiation, ça va très vite en fait. Je vais commencer par la durée maximum. En 3 mois, l'immense majorité des médiations sont résolues. En fait, comment ça se passe? Il y a un temps de préparation qui dépend un peu de vous d'ailleurs, puisque c'est le médiateur et vous. Donc là, ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, le temps que vous vous sentiez prêt. Après, on va chercher l'autre partie. Là aussi, il y a un temps pour lui faire accepter la médiation et pour qu'il vienne, mais en général, en quelques jours, une semaine, on y arrive. Et puis la médiation démarre. Et là, il y a une première réunion. Parfois, on arrive à tout résoudre dans la première réunion. Parfois, il en faut une deuxième ou une troisième. J'allais dire, en 3 réunions, en général, on a résolu tout ça. Donc, vous voyez, plus que de parler en temps global, effectivement, en 2-3 mois, on arrive à résoudre, c'est quelques réunions, mais des réunions approfondies, des réunions où on va au fond des choses, des réunions où on se dit les choses qui permettent de résoudre la médiation. Donc, vous voyez, ça n'est pas très long. Ça prend un peu d'énergie parce qu'il faut vraiment y aller avec l'esprit ouvert et la volonté de résoudre, de trouver des solutions, mais c'est beaucoup moins long que toute autre forme de résolution des conflits. Je me permettrai d'ajouter un point qui est important. Je me permettrai de rajouter un point qui est essentiel, c'est que la force de la médiation, finalement, c'est de rentrer dans une phase de médiation avec deux parties qui sont franchement dos à dos, avec parfois des noms d'oiseaux d'ailleurs qui accompagnent ces postures, et à l'issue de la médiation, grâce à ce savoir-faire de rétablissement de dialogue et de confiance, de voir deux parties qui repartent main dans la main. Et ça, c'est d'abord extrêmement satisfaisant pour les médiateurs que nous sommes, mais au-delà de ça, c'est extrêmement positif parce que on pourrait penser qu'à l'issue d'une médiation, comme c'est le cas souvent à l'issue d'un jugement devant un tribunal, il y a un vainqueur et un vaincu, et que l'herbe ne repoussera plus pendant une génération. En l'occurrence, là, au contraire, il y a des gens qui se sont redécouverts mutuellement. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder les sujets extrêmement positive et il ne faut absolument pas en avoir peur, bien au contraire. Merci Philippe. Alors j'ai une question, alors les questions commencent à tomber, c'est très bien, donc continuez. Une question, est-ce que, alors, sur l'aspect médiation, c'est souvent je caricature un peu, des grands méchants face à des petits gentils. Est-ce qu'on peut observer des risques après la médiation, une fois que la médiation est partie, finalement il y a des représailles, du déréférencement, des commandes qui arrivent moins nombreuses, voilà, est-ce que ce genre de choses, c'est des choses que vous avez pu observer, voilà, histoire de nous rassurer. Tout l'art de la médiation, c'est de recréer un lien de confiance. C'est-à-dire que justement, tout ce qu'on fait nous, tout ce que font les médiateurs, c'est d'abord assurer que vous recréez un lien de confiance entre vous et l'autre partie. Notre obsession, c'est ça. Notre obsession, c'est pas de résoudre le conflit. Ça, j'allais dire, effectivement, le tribunal, l'arbitre, quelqu'un d'autre pourrait le faire éventuellement. Notre obsession, nous, c'est de recréer un lien. Et ça marche. Parce que quand on prend des gens et qu'on les met dans les conditions de s'écouter, de se parler, de se dire ce qu'on a à se dire, parce que c'est important de le faire, mais ensuite d'avoir une phase de reconstruction où on va se dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, on voit
que non seulement, comme le disait Philippe, on n'en ressort pas plus fâché, mais on en ressort beaucoup mieux. On en ressort avec un vrai lien. Je ne sais pas le nombre de fois où à la fin de la médiation, le client avait découvert des choses sur son fournisseur, mais pas des choses négatives, des choses positives du style « Ah, ben je ne savais pas que vous saviez faire ça aussi. La prochaine fois que j'ai un besoin, je vais vous consulter. » Donc vous voyez que non seulement ça ne détruit pas de relations, mais souvent ça crée du business. Ceci étant, il y a une crainte. Il y a cette crainte et peut-être un des appels qu'on peut faire aujourd'hui, c'est aller au-delà de cette crainte. Cette crainte n'est pas fondée. Nous n'avons jamais eu de cas de représailles, de cas de blacklistage, de cas de rupture. Au contraire, comme je le disais, on a plutôt eu des cas de recrudescence, d'accroissement de business. Mais il faut passer la barrière. Vous serez accompagné. Dès le départ, vous avez un médiateur qui est à vos côtés, qui est un expert de la médiation, qui est un expert de la relation et qui va vous assurer, faire en sorte que cette relation redevienne une bonne relation, une relation saine, une relation de confiance. J'allais presque dire une relation normale entre un client et un fournisseur ou entre un utilisateur d'un outil d'innovation et les gens qui le lui fournissent. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que vous pouvez intervenir dans une configuration où on a une entreprise française et une entreprise étrangère? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous pouvons intervenir entre une entreprise française et une entreprise étrangère. Nous avons la chance, en plus d'avoir, je le disais tout à l'heure, des médiateurs, notamment au niveau national, qui ont un grand vécu d'entreprise. Beaucoup ont vécu à l'étranger, donc maîtrisent bien l'anglais et ont l'habitude de ces relations internationales. Comment ça se passe? Souvent plus par téléphone, du coup, qu'en présentiel, hein, surtout quand on a l'autre partie qui est loin. On fait des médiations avec la Chine, Taïwan, l'Australie, enfin, des cas assez exotiques. On a aussi des gens de proximité, Italie, Belgique, Espagne. On en fait bien sûr moins que sur le territoire français, mais on en fait et ça marche très bien. J'allais presque dire de manière étonnante. Quand vous allez dans certains pays, je pense aux pays d'Europe du Nord, je pense aux États-Unis, je pense à l'Australie, et que vous dites médiation, les gens vous disent bien sûr, on va venir. Ils connaissent l'idée de médiation, ils connaissent le concept de médiation. En France, ça commence à se faire, ça commence à bouger, mais on a presque moins de travail de conviction quand on est dans certains pays étrangers que l'on a en France, et donc ils viennent assez volontiers. Ils connaissent l'idée, connaissent le principe, et donc ça se déroule très bien. Merci. Une autre question. Est-ce que vous proposez des aides pour aider les entreprises, quelle que soit leur taille, à passer dans le digital? Est-ce que ça, c'est dans l'émission de la médiation ou est-ce... Voilà. Jérôme, j'aurais besoin que tu reprononces ta question parce qu'il y a un petit blanc et je n'ai pas compris. J'ai compris aide, j'ai compris numérique. Je vais même la dire mot à mot. C'est quelles sont les aides que vous proposez pour aider les entreprises, toutes tailles confondues, à passer dans le digital? L'action du passage dans le digital, ça n'est pas une émission qui nous incombe de façon directe. Ce qui nous incombe en revanche, c'est de connaître l'ensemble des dispositifs qui existent en la matière. Et je reviens encore une fois sur France Num, et je vous engage à aller sur le site de France Num, hein, qui est assez bien fait et qui détaille bien tout ça. Et puis de rappeler systématiquement aux uns et aux autres que ces dispositifs existent. De regarder, alors ça c'est aussi une petite finesse que nous pouvons proposer, puisque comme nous avons une vision assez macro de l'ensemble des dispositifs, de regarder comment les uns et les autres peuvent s'additionner, et puis de signaler aussi quelquefois qu'ils peuvent se neutraliser, mais là c'est aussi le rôle des conseils en innovation d'intervenir là-dessus. Mais typiquement, par exemple, le passage au digital, on peut recevoir jusqu'à 25 000 euros d'aide dans son plan de transformation, mais en même temps, selon ce sur quoi porte le passage au digital, ça peut être également éligible au crédit impôt innovation, pour autant que les documents d'éligibilité étaient bien construits et bien fournis. Voilà, donc après, c'est de contribuer à avoir une bonne vision de tout ça. Mais qu'on soit clair, nous ne sommes pas des conseils. En l'occurrence, comme on est appelé à connaître ces dispositifs, on se positionne comme des facilitateurs. Pourquoi on est appelé à connaître ces dispositifs? Peut-être un mot là-dessus.
parce que bien souvent on nous demande d'intervenir comme étant une force de médiation dans la mise en œuvre de ce dispositif. Si on prend un exemple comme France Num, il va y avoir des contrats qui vont être passés entre des gens qui vont apporter des solutions et d'autres qui vont les acheter. Tout ceci sous le contrôle de l'administration, avec l'engagement de l'administration, et donc il faut pouvoir exercer un certain suivi, et que si certains devaient mal se comporter, qu'ils puissent être neutralisés entre guillemets et ne plus continuer à mal se comporter. Donc là, on a un rôle effectivement de médiation par la voie douce, pour faire en sorte que l'ensemble des choses se passent bien. Donc du coup, ça nous amène à connaître les dispositifs et à en faire la promotion. Mais au-delà de ça, on n'est pas chargé de faire du conseil direct sur l'ensemble de ces points. Merci, merci Philippe. Alors, il y a une question, ça je vais être capable d'y répondre moi-même, c'est magnifique. Quelle est l'adresse exacte du site France Num? Alors, je l'ai sur mon téléphone, je ne cache rien, c'est francenum.gouv.fr. Une autre question, comment la médiation est-elle coordonnée avec l'arbitration, qui peut être expressément citée dans les contrats, et peut-elle être expressément citée dans les contrats avec les parties? Alors, c'est une bonne question. Moi, je veux bien faire la différence entre l'arbitrage et la médiation. L'arbitrage, c'est les deux parties décident d'aller voir un arbitre, c'est-à-dire quelqu'un qui a une compétence notamment technique sur le sujet qui les sépare, et vont fournir tous les éléments à l'arbitre, et l'arbitre va arbitrer, c'est-à-dire il va dire, moi, arbitre, je vous dis que la solution, c'est ça. La médiation, c'est différent. La médiation, c'est vous qui allez créer la solution. Les deux parties vont s'écouter, s'entendre, travailler ensemble et trouver ce que eux, donc vous, considérez être la meilleure solution. Donc, vous voyez, un processus différent. L'arbitrage a toute son utilité, mais en général, à l'issue de l'arbitrage, il y en a un qui considère qu'il a un peu gagné et l'autre qui considère qu'il a un peu perdu. Et on n'a pas forcément travaillé sur la relation entre les deux parties. En médiation, notre but, comme je l'ai dit, mais je le redis avec plaisir, c'est de d'abord travailler sur votre relation et faire en sorte que cette relation réétablie vous permette, vous, les deux parties, de trouver la meilleure solution, peut-être le meilleur compromis. Chacun peut y laisser un petit peu de ce qu'il voulait avoir au départ, mais en tout cas, ça vous permet de vous serrer la main en ayant l'impression d'être dans le gagnant-gagnant et que chacun reparte en ayant envie de continuer à travailler avec l'autre. Donc, vous voyez, deux systèmes différents. Les deux peuvent être dans vos contrats. C'est-à-dire que quand vous écrivez un contrat avec un client ou un fournisseur ou toute autre partie, vous pouvez soit stipuler qu'en cas de différend, vous allez au tribunal, soit stipuler que vous allez à l'arbitrage, soit tout à fait, et je vous engage à le faire bien entendu, stipuler qu'en cas de différend, vous commencerez par aller à la médiation. J'allais dire, autant commencer par là. Une médiation, c'est confidentiel, on se dit ce qu'on a à se dire, ça peut réussir dans 75 des cas, comme je disais, dans 25% des cas, pardon, ça ne va pas réussir, on referme la parenthèse médiation, tout ce qu'on s'est dit reste confidentiel, et on peut toujours, après, aller vers une autre forme, aller vers le tribunal ou autre. Donc, autant commencer par là. Normalement, d'ailleurs, les tribunaux doivent vous engager aujourd'hui à commencer par une médiation avant de venir les voir. Certains le font, certains le font moins. Donc voilà, je vous engage à le stipuler dans vos contrats et en tout cas à le faire de manière systématique. Autant commencer par là et essayer de trouver une solution amiable qui reconstruit la confiance avant d'aller vers d'autres étapes. Merci Pierre. Alors, deux nouvelles questions. Une question que vous avez par mail et donc par le module du webinaire. Alors, première question, c'est quel est le statut des médiateurs des entreprises? Et une deuxième question, je reprends le texte intégral. Je suis souvent face à des grandes entreprises qui ne permettent pas que l'on contacte le service qui assure les règlements. Du coup, le moindre loupé ne peut pas être facilement résolu. Est-ce que c'est un aspect que vous traitez dans vos chartes? Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. Le statut, donc c'est un statut public, très officiel. Alors, je ne vais pas raconter mon CV ni celui de Philippe, mais nous venons tous les deux de l'entreprise. On a tous les deux œuvré dans des petites, moyennes, grandes entreprises. Et aujourd'hui, on est assez heureux d'être portés
par le public et d'offrir un service public. Hein. C'est d'où l'intérêt de ce service gratuit. Donc, je suis nommé très officiellement par décret du président de la République, placé auprès du ministre de l'économie. Donc, vous voyez, ce statut public est fortement ancré et j'en suis très heureux parce qu'encore une fois, ça me permet de porter ce service gratuit, ce service public, ce service de confiance de manière très large sur le territoire et de vous l'apporter sans d'arrière-pensée derrière ça, ni d'autres enjeux derrière tout ça. Votre sujet particulier de différence sur les factures avec les grandes entreprises, j'allais presque dire c'est notre quotidien. Vous êtes face à une grande entreprise, la facture tarde ou les factures tardent, ça commence à vous inquiéter, vous essayez d'appeler le service comptable, personne ne vous répond, l'acheteur est très occupé, votre contact habituel vient de partir en vacances, mais vous commencez à sentir que la trésorerie se tend. Pour autant, vous n'avez pas envie de vous fâcher avec ce client parce que c'est un gros client et donc vous n'avez pas envie pour une histoire de facture, même si vous en avez besoin, de rompre une relation commerciale. C'est là où on peut intervenir. C'est là où nous, on va appeler le client, après vous avoir entendu, après vous avoir écouté, après s'être mis d'accord avec vous, lui dire, il semble qu'il y a un dysfonctionnement dans votre processus. Ça serait bien que vous veniez écouter, que vous veniez parler, que vous veniez comprendre, non seulement pour essayer de résoudre ça, et souvent ça amène à résoudre ça, mais aussi pour entendre les conséquences que ça a. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce que vous dites, pourquoi il se plaint, ce fournisseur, il finira par être payé, donc tout va bien, il devrait être content. Non, il finira par être payé, mais peut-être qu'il finira par être payé trop tard. On sait aujourd'hui que 25% des faillites d'entreprises sont liées à des retards de paiement de factures. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une trentaine d'entreprises qui disparaissent parce que les clients les ont payés un petit peu tard. Donc, il faut aussi faire prendre conscience de ça, sans agressivité, sans animosité, parce que souvent, entre guillemets, ça n'est pas la faute du grand. Ils ont mis un processus très compliqué en place parce qu'ils veulent se sécuriser à 100%, vérifier toutes les factures 10 fois, avoir 5 personnes qui approuvent la facture. Bon, c'est très satisfaisant pour eux, mais il faut aussi se rendre compte des conséquences que ça a en face et les vivre au travers de la bouche d'un fournisseur en toute tranquillité, en toute confidentialité. Ça permet d'ouvrir les yeux, de mieux se comprendre, de trouver des solutions et d'éviter que ça se reproduise. Avec un petit complément également et une illustration intéressante relative à ce sujet de paiement des factures. J'ai envie d'apporter un point complémentaire à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est de partager avec nous tous les points de difficulté, de douleur que vous vivez au quotidien. Alors pas forcément, si vous le souhaitez, dans un cadre de médiation pour des raisons X ou Y, mais au moins de nous les remonter, de façon à ce qu'on puisse enregistrer l'ensemble des mauvaises pratiques ou des pratiques qui pourraient devenir mauvaises que vous subissez au quotidien, et de pouvoir les distiller au travers des actions que nous menons, dès lors qu'on travaille avec des groupes sur les bonnes pratiques, les chartes, qu'elles soient achats responsables, et ça c'est un point très important, mais qu'elles soient également soutien à l'innovation. Et du coup, on peut se servir de ce que vous vivez au quotidien pour pouvoir alimenter nos échanges avec l'ensemble de l'écosystème. Et sur cette histoire de facturation, il y a une très bonne une illustration, mais que certains de vous connaissent déjà. C'est dans le cadre de passage de marché entre un client et un fournisseur sur une phase de démonstrateur. On est sur un petit contrat, on est en train de, pardonnez-moi du terme, de se renifler mutuellement, on ne sait pas trop si la techno est la bonne, on ne sait pas trop si les gens vont la comprendre, on ne sait pas trop si elle est déployable, et on va commencer à travailler sur ce sujet-là. Alors, je passe le fait qu'un démonstrateur mérite salaire, et que certains auraient tendance à dire, puisque c'est un démonstrateur, puisque c'est court, puisque c'est pas trop coûteux, ça va être gratuit, et après, vous aurez certainement l'occasion de vous rattraper avec les immenses commandes quand vous passez. Ça marche pas. Un démonstrateur fait l'objet d'un investissement et donc doit être rémunéré. Mais pour aller tout à fait au-delà de ce type de choses qu'il faudrait pas entendre, des grands groupes, à l'issue de discussions qu'on a pu avoir, et ayant compris que mécaniquement, ils ont des difficultés à payer simplement, rapidement, et de façon finalement réactive des fournisseurs et des fournisseurs qui sont des jeunes entrepreneurs dans le cadre de démonstrateurs, sont capables
de mettre en place des dispositions d'affacturage inversé pour pouvoir faciliter la vie de l'entrepreneur dans le cadre d'une première opération de relation avec ce grand compte. Et vous le savez, un premier contrat et la première émission d'une facture est toujours sujette à beaucoup de difficultés. Voilà. Donc le fait d'en parler, le fait de remonter les choses et d'en discuter avec certains, ça permet finalement d'avoir une action proactive et de faire passer des bonnes pratiques qui font le bonheur de tous. Et je me rends compte en écoutant Philippe que je n'ai pas complètement répondu à la question de la dame ou du monsieur, puisqu'il est demandé dans la charte, je crois, est-ce que ce sujet est pris en compte? Alors évidemment, c'est pris en compte en médiation, mais évidemment, c'est pris en compte dans la charte relation fournisseur responsable. J'avais même mis le premier point de cette charte, donc vous voyez que vous tombez bien. Est-ce que ça veut dire pour autant que les 2000 signataires de la charte payent tous en temps et en heure tous leurs fournisseurs? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on les pousse, qu'on les engage, qu'on les fait travailler sur des bonnes pratiques pour qu'ils le fassent? Oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a plus de facilité à aller en médiation avec ces acteurs-là? Oui aussi. Et j'allais presque dire, si vous rejoignez ce club, non seulement nous, on aura plus de facilité, mais vous aussi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'entreprises qui vont voir leurs clients en leur disant, on est tous les deux signataires de cette charte. Ça serait peut-être bien qu'on mette tous les deux en œuvre ensemble le fait déjà de se payer correctement les uns les autres. Donc vous voyez, la charte, oui, porte là-dessus. Le label qui va encore une fois beaucoup plus loin, puisque pour être labellisé, il faut être audité. Donc, va approfondir encore plus, demander des résultats, regarder les processus qui sont mis en œuvre. Donc oui, tous nos outils, bien évidemment, couvrent beaucoup de choses, mais leur premier point, c'est le paiement des factures. Merci Pierre et Philippe pour cette réponse très riche. D'autres questions? Quelle est la différence entre la médiation dont nous discutons et le médiateur d'une société? Est-ce que le médiateur d'une société est un médiateur public affecté à une entreprise au regard du secteur d'activité ou du siège social? Alors, on couvre un peu la difficulté là d'avoir sous le terme médiateur beaucoup de choses. Il y a d'une part, je vais essayer d'être rapide, mais quand même de toutes les aborder. Il y a d'une part ce qu'on appelle les médiateurs de la consommation, qui ont été mis en œuvre de manière obligatoire il y a quelques mois. C'est-à-dire toute entreprise aujourd'hui doit avoir en son sein ou à l'extérieur, donc ça peut être quelqu'un qui est nommé dans l'entreprise ou ça peut être délégué à un médiateur extérieur, un médiateur dit de la consommation, qui va pouvoir être saisi par tout consommateur, comme son nom l'indique, donc tout individu qui a un problème avec cette entreprise et qui va donc faire œuvre de médiation, qui va être une médiation, c'est-à-dire plutôt sur dossier et plutôt de recommandation. Donc le médiateur va plutôt défendre les droits du consommateur s'il juge que le consommateur a été floué et faire une recommandation pour qu'il y ait une correction, une modification auprès de la grande entreprise. Cette médiation n'est pas du tout accessible aux professionnels. C'est-à-dire si vous êtes dans le même cas et que vous êtes professionnel, c'est chez nous qu'il faut venir. Et là, vous voyez qu'on a un type de médiation qui est un petit peu différent, puisque nous, on va privilégier le dialogue, c'est-à-dire qu'on ne va pas émettre d'avis, comme je le disais tout à l'heure, mais au contraire, vous amenez, vous et votre client ou votre fournisseur, à transmettre cet avis. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes de médiation, et c'est très bien. Moi, je suis heureux que la médiation prenne beaucoup d'essor et d'ampleur. Il faut bien différencier, encore une fois, ces médiateurs de la consommation et les médiateurs en entreprise. Après, dernier cas de figure, il se peut aussi, et c'est ce que nous recommandons dans la charte et dans le label, que se développent dans ces grandes entreprises de l'administration des gens qui sont soit le contact du médiateur, soit qui eux-mêmes deviennent des médiateurs au sein de l'entreprise. Et nous, ça nous permet, d'avoir une porte d'entrée dans toutes ces entreprises, quelqu'un qui connaît la médiation et va nous aiguiller vers la bonne personne, voire même nous accompagner, voire même dans certains cas, que ce soit lui directement, avec l'accord de la personne qui nous a saisi, qui puisse gérer la médiation s'il semble qu'il y a un lien de confiance qui peut se créer à ce niveau-là. Donc, vous voyez, un dispositif qui se développe aussi au travers de tout ça et l'idée de médiation qui fait son chemin, qui grandit fortement sous plein de formes différentes. Et encore une fois, c'est très bien. Mais dans tous les cas, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous saisir. Nous, on est bien sûr à votre disposition pour répondre en vous disant là, c'est plutôt tel médiateur, là, c'est plutôt tel autre, plutôt que de rester dans l'inconnu. On est là, bien sûr, aussi, d'abord pour vous aiguiller vers la bonne personne. Merci Pierre. Une nouvelle question, parce que je crois que c'est en train de susciter des vocations. C'est comment devient-on médiateur des entreprises? Suffit-il de faire le DU, IG, PDE? Alors,
c'est déjà pas mal. Hein. Je ne sais pas si la personne qui est là se rend compte, le DU IGPDE, c'est des semaines et des semaines de travail. Mais bon, malheureusement, ça n'est pas non plus si simple. C'est-à-dire qu'être un médiateur, ça n'est pas juste avoir fait une formation, c'est aussi pratiquer. Alors, s'il y a des vocations, et je les remercie, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà comment ça se passe. On vous rencontre déjà pour discuter de cette vocation que vous avez. On est très heureux d'avoir des nouveaux médiateurs qui nous rejoignent. Et effectivement, après les rencontres, vous rencontrez aussi des médiateurs qui sont en place pour échanger avec eux et vous conforter aussi dans l'idée que vous voulez bien rejoindre ce mouvement. Alors, ceux qui nous rejoignent sont les bénévoles, donc il faut que vous acceptiez aussi de travailler bénévolement, et ils le font tous bien volontiers, sachant que quasiment tous sont des retraités, donc peuvent se permettre de dégager du temps pour le bien de la collectivité. Donc, on vous reçoit, on échange ensemble, et effectivement, derrière, si vous rentrez dans le circuit, il faut évidemment faire des formations. Il y a plusieurs niveaux qui vous permettront d'accéder à la médiation. Et en parallèle, petit à petit, on vous fera faire des premières médiations, un peu plus simples au départ, et puis vous montrer en complexité. Voilà tout le parcours qu'on vous propose. Donc, encore une fois, à votre disposition. Envoyez-nous un petit mot si vous êtes intéressé. Je complète la réponse de Pierre parce qu'effectivement, on a manifestement quelqu'un d'informé qui nous a posé cette question puisqu'il connaît l'IGPDE, qui est l'organisme de formation pour les agents d'administration. Mais sachez qu'il y a d'autres circuits de formation à devenir médiateur, que ce soit sur Paris, il y en a 2 ou 3, mais également en région. Vous pouvez retrouver également des circuits de formation pour devenir médiateur. Hein. C'est pas uniquement la formation via l'IGPDE qui est un prérequis. Merci Philippe pour ce complément. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Non. Ça fait quand même une belle série de questions déjà. S'il n'y a pas de nouvelles questions, je propose qu'on conclue le webinaire. Je vais peut-être commencer et je laisserai évidemment à Pierre le soin de terminer. Oui, Jérôme. En fait, entre-temps, une question. Voilà, une question a été posée, ça se passe toujours comme ça. Les établissements publics ont-ils souvent recours à la médiation? Peuvent-ils avoir recours, CF statut juridique, car le dispositif est parfois mal connu et considéré comme onéreux? Alors, oui. Alors, vous pouvez nous saisir si vous avez un différend aussi bien avec une autre entreprise qu'avec une entreprise publique, qu'avec un établissement public, qu'avec une administration. Donc, quel que soit le sujet, et je suis sur la relation client-fournisseur ou sur les sujets spécifiques à l'innovation, quelle que soit l'autre partie, vous pouvez nous saisir. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, elles aussi peuvent nous saisir. Malheureusement, elles ne le font pas assez, mais j'espère que ça va se développer. Nous commençons à être saisis, soit par des entreprises publiques, soit par des administrations, qui ont un différend avec un de leurs fournisseurs, qui nous connaissent et qui savent qu'on va les aider à sortir du différend et non pas en rajouter par rapport à la difficulté qu'ils ont. Donc ça commence à se faire aussi. Et troisième point, je le redis, tout ça est gratuit. Donc la barrière, vous avez raison, qui pourrait être une barrière notamment pour les acteurs publics qui n'ont pas forcément de budget sur ces sujets-là. La barrière n'en est pas une. Le médiateur des entreprises est un service public, est un service gratuit, quelle que soit votre origine, publique, privée, grande entreprise, ETI, PME, acteur de l'innovation. Pour tout le monde, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Merci Pierre. Alors le fait d'annoncer potentiellement la conclusion du webinaire, ça fait peur à certains, donc il y a des questions qui arrivent. Est-ce qu'il y a des sociétés qui peuvent ne pas être labellisées? Et est-ce qu'une liste de ces sociétés existe? Alors, la liste des sociétés et administrations, j'insiste là-dessus, puisque nous avons par exemple le ministère des Armées, le département du 92, l'UGAP, qui sont labellisés, aussi bien que des grandes entreprises que vous trouverez sur le site. Donc, toutes ces entreprises sont sur le site médiateurdesentreprises.fr. Je vous engage, je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs, vous avez la première page du site qui est affichée sur vos écrans. Je vous engage à aller y faire un tour. Vous trouverez tout ce qu'on vient de se raconter sur le médiateur et la médiation, sur toute la partie innovation, sur la charte, le label, et tous les signataires de la charte, tous les labellisés, vous les retrouverez sur le site, des pratiques, etc. Donc, c'est ouvert à tous.
Simplement, c'est pas non plus, on le donne pas. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat au label, il y a un référentiel que vous trouverez sur le site qui couvre aujourd'hui énormément de choses, puisque c'est tous les achats responsables qu'on va couvrir. On s'appuie même, s'il y a des experts dans la salle, sur une norme qu'on a contribué à créer, une norme ISO, la norme ISO 20400 achats responsables. Donc la norme mondiale sur les achats responsables est incluse dans le référentiel de notre label. Donc si vous êtes référencé, vous pouvez dire non seulement je suis les meilleures pratiques françaises, mais je suis les meilleures pratiques mondiales. Simplement, il faut le démontrer, c'est-à-dire que les labellisés, eux, ont dû se soumettre à une évaluation extérieure. On fait ça avec des cabinets spécialisés. La liste est aussi sur le site, AFNOR Certification, des gens comme ASEA, des gens comme l'APAV, SGS. Donc, vous trouverez tout ça sur le site, qui peuvent venir à votre demande vous évaluer, vont vous remettre un rapport vous disant vous êtes bien, là vous êtes moins bien, là il faut progresser. Ce rapport, ensuite, vous nous l'envoyez avec un plan d'action correctif. Et sur cette base-là, il y a un comité petites et grandes entreprises mélangées, administration et entreprises mélangées aussi, qui vous labellise pour 3 ans avec des points de revoyure tous les ans. Donc vous voyez, il y a un vrai processus pour être labellisé, mais encore une fois, je vous engage, si vous êtes intéressé, à nous contacter. On vous en dira plus et on serait heureux d'avoir encore plus de labellisés qui viennent nous rejoindre. Merci Pierre. Alors juste peut-être une précision par rapport à la question. C'était le fait de ne pas être labellisé. Admettons, je suis candidat à un label, je ne suis pas labellisé. Est-ce que quelqu'un qui a échoué à cette forme d'examen, est-ce que l'échec devient public et connu? Pardon, j'avais pas entendu toute la question ou bien compris. Non, le processus est confidentiel. C'est-à-dire, si vous êtes candidat, d'abord, il n'y a pas d'échec chez nous. Pour être honnête, on est là pour aider les gens à y arriver. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas vous êtes en échec, on vous dira on a bien lu votre rapport, venez en discuter avec nous, et une fois qu'on discute, on vous dira il y a tel et tel et tel point, là, vous n'y êtes pas encore. Je prends les délais de paiement, si vous avez un processus qui ne permet pas de payer en temps et en heure, on va avoir du mal à vous dire on vous labellise tout de suite. On sait qu'il y a toujours un taux de factures qui ne sont pas payés, mais pour des bonnes raisons. En revanche, il faut s'assurer d'avoir un processus qui fait que les bonnes factures sont bien payées. Et d'autres sujets aussi peuvent faire qu'on va vous dire, écoutez, là, progressez, mettez-vous au niveau, revenez nous voir dans quelques mois, et là, on vous labellisera avec plaisir. Mais tout ça reste confidentiel, c'est-à-dire le fait que vous soyez candidat au label n'est pas public, sauf si vous le rendez public. Vous avez le choix de le faire, certains l'ont fait, ont pris ce risque, mais la plupart ne l'ont pas rendu public, ne sont rendus publics que ceux qui sont labellisés, et là, on les affiche avec grand plaisir sur le site. Donc, voilà, vous voyez, vous êtes protégés là aussi. Merci Pierre. Une question, que se passe-t-il si en cas de différend entre un fournisseur labellisé par la médiation et un de ses clients et qu'on découvre finalement qu'il ne respecte pas la charte? Quelle incidence ça a? Est-ce que ça veut dire qu'il devient déférencé ou délabellisé ou... Alors, s'il y a un différent, si j'ai bien compris la question, entre un fournisseur et un client qui soit labellisé ou référencé, que se passe-t-il? C'est ça que j'ai entendu. Alors, non, on ne délabellise pas le fournisseur, le client, juste parce qu'il a eu un différend. Des différends, malheureusement, c'est la vie des entreprises au quotidien. En revanche, s'il refuse la médiation une fois, 2 fois, 3 fois, là, on va commencer à lui dire qu'il est plus tellement en ligne avec le label ou la charte. Donc, vous voyez, la charte et le label nous servent déjà à avoir des points d'entrée, avoir des gens qui connaissent la médiation et avec qui on pourra facilement rentrer en contact en disant les médiations qui vous concernent, aidez-nous à trouver la bonne personne, parce que c'est important d'avoir la bonne personne autour de la table. La bonne personne, c'est quelqu'un qui comprend le sujet tout en ayant un peu de recul, d'une part, et qui a la capacité de signer un accord à la fin, parce que c'est pas la peine d'avoir quelqu'un qui, au bout d'une médiation, vous dit il faut que j'appelle mon chef pour résoudre ça. Donc, le médiateur ou le contact que nous avons au travers de la charte et du label vont nous aider à trouver cette bonne personne. Après, c'est la vie normale d'une médiation, c'est la vie normale de l'économie, les différents, ça arrive, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés qui peuvent venir de part et d'autre d'ailleurs, c'est pas forcément entre guillemets la faute du grand, ça peut être aussi une incompréhension ou une difficulté du petit. Tout ça nous amène à les amener à discuter, à trouver des solutions. Donc, vous voyez, le lien, il se fait là. Il se fait sur le fait qu'on a bien sûr plus de facilité, plus d'ouverture, plus de compréhension auprès d'une entreprise qui est saisie et qui est signataire de la charte ou qui a obtenu le label qu'auprès d'une entreprise qui nous connaît moins.
Merci Pierre. Donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. A priori, donc on va tenter une amorce de conclusion pour respecter le timing. Alors si jamais il y a des questions qui arrivent entre-temps, on ne les traitera pas en direct live dans le cadre du webinaire, mais on pourra y répondre, on pourra les basculer à la médiation, ils tâcheront d'y répondre, soit par notre intermédiaire, soit en direct. Un petit mot de conclusion, Philippe, Pierre, peut-être. Je vais initier en quelques secondes une conclusion plus sur la partie innovation. Donc, vous l'avez compris, on travaille sur tout ce qui nous paraît être indispensable à soutenir un effort de développement d'entreprises innovantes, le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, l'ensemble des problématiques de financement, la relation entre le grand groupe et l'entreprise en passant par une phase de démonstrateur, puis de prototype, puis d'industrialisation avec à chaque étape des spécificités qu'il faut adresser de manière tout à fait adaptée. Également, tout ce qui touche à l'achat public innovant et dans l'objectif de dépasser les 2% qui ont été assignés pour 2020, et puis également ce qui touche à la recherche publique. Alors aujourd'hui, ça fait un peu plus de 4 ans que cette mission existe, et il y a beaucoup de choses très concrètes qui ont été mises en œuvre, entre autres le référencement, mais des chartes également, des conventions signées avec les uns et les autres. On a su finalement s'appuyer sur l'ensemble des acteurs de notre écosystème pour les amener à penser à nos côtés à des postures, des pratiques et des comportements qui vont dans le bon sens. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est pas pour dire que tout ce qu'on avait fait était bien, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et de chemin à parcourir. En revanche, c'est pour vous sensibiliser sur un point. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous nous fassiez remonter systématiquement, le plus possible, de façon anonyme si vous le souhaitez, bien évidemment, mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Parce que il n'y a rien de plus terrible pour les médiateurs que nous sommes de réagir avec une vue rétroviseur qui consisterait à mener des dispositions pour régler des problèmes qui existent depuis des années et à ne pas voir les nouveaux qui arrivent et qui sont tout aussi importants et qu'il faut traiter peut-être de manière plus intelligente par une démarche proactive plutôt que de constater des sujets et d'adopter une démarche pour éliminer ces points-là. Donc, quelles que soient les difficultés que vous avez, et d'abord je vais vous dire une chose, pour avoir été ancien entrepreneur, quand on a des difficultés, on n'a qu'une envie, c'est de les partager avec quelqu'un, d'avoir son coach, son psy, appelez ça comme vous voulez. Alors c'est pas ça que nous sommes, mais le simple fait de formaliser cette difficulté, d'estimer que elle constitue quelque part un frein à votre développement, un préjudice dans une relation contractuelle ou dans une logique de service qu'on vous doit, venez nous en parler. Vous avez nos coordonnées, vous avez nos noms, vous avez nos mails, vous avez nos téléphones portables, on est là pour ça. Venez absolument nous en parler de façon à ce que les signaux faibles, et c'est vous qui les portez, on puisse travailler dessus et puis s'engager à faire en sorte que eh bien, on arrive à résorber le mieux possible ces difficultés dans l'intérêt, encore une fois, de vos entreprises et de l'économie. Pour compléter et terminer, d'abord, franchement, j'étais très heureux, je pense Philippe aussi, et encore merci à France Innovation, à Jérôme, à tout le monde d'avoir organisé ça, parce que c'est un échange direct. Merci pour toutes ces questions, parce que franchement, c'était, on dit toujours c'est des bonnes questions, mais c'était franchement des bonnes questions. Ça nous a permis de revenir sur des points qui me paraissent importants, et j'espère de répondre à tous vos sujets. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, Philippe a dit vous avez nos coordonnées, mais si vous ne les avez pas, soit vous passez par France Innovation qui nous lira, je pense avec grand plaisir, soit vous avez aussi sur le site, vous avez deux gros boutons sur le site, il y en a un qui s'appelle saisir le médiateur, et celui-là c'est si vous pensez que vous avez besoin d'une médiation, cliquez dessus, et vous avez aussi nous contacter, je vous rassure, il y a quelqu'un derrière ce bouton qui orientera la question vers la bonne personne, donc n'hésitez pas, que vous ressentiez le besoin d'une médiation, que vous ayez envie de signer la charte, que vous vouliez en savoir plus sur le label, que vous vouliez connaître plus les dispositifs liés à l'innovation, bien sûr le référencement des cabinets conseils est sur le site aussi, mais si vous comprenez pas bien, si vous avez tous les sujets dont a parlé Philippe, des remontées à nous faire, quel que soit le moyen, venez vers nous, vous serez d'une part toujours bien accueillis, bien évidemment, et d'autre part, on sera heureux d'être en contact avec vous et de vous accompagner là-dessus. Donc, merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous. J'espère que pour vous, ça a été une heure de qualité. Merci encore une fois à tous ceux qui ont permis que ça soit possible. Et j'ai un mot à vous dire, c'est parlez-en à tous et surtout à vous tous. À bientôt. Merci beaucoup.
Merci Pierre et Philippe pour votre intervention. Vous avez incarné avec brio la médiation, vous êtes à la manœuvre. Un petit mot de conclusion, donc n'hésitez pas à rejoindre France Innovation, donc ça je fais l'autopromo bien entendu, et puis dans les programmes de webinaires à venir, de mémoire, 13 novembre, il y a un webinaire dédié sur France Innovation, donc comment on fait pour intégrer France Innovation, les intérêts, donc une version un peu plus détaillée que ce que j'ai pu présenter en introduction. Le 20 novembre, un webinaire dédié sur l'instrument PME dans le cadre d'Horizon 2020. Grosso modo, je la fais courte. Si vous avez un projet d'innovation et que vous recherchez entre 500 et 2,5 millions de subventions, participez. C'est très intéressant, donc un schéma européen. Et le 27 novembre, vous aurez une vision d'ensemble sur les opportunités de financement dans le cadre d'Horizon 2020, avec à certains moments des focus sur les dispositifs médicaux, puisque le webinaire est organisé en partenariat avec le SNITEM. Voilà. À très bientôt, et puis merci encore de votre participation. Bonne journée à vous.